Alors, je vous avertis que c'est des cours qui sont lents, mais il suffit juste de m'écouter, on va dire l'essentiel dans chaque cours, parce qu'on est obligé, par ce programme, nouveau programme, de faire passer plusieurs bactéries dans une seule séance. Mais on ne dira que l'essentiel pour chaque bactérie. Donc il suffit de suivre et ça va être très facile. D'accord ? Suivez-moi, concentrez-vous sur ce que je dis, ça va être l'essentiel à prendre pour chaque bactérie. Ok ? Donc dans ce cours d'aujourd'hui, dans cette séance d'aujourd'hui, on va parler des BGN exigeants. Parce que hier vous avez vu les entérobactéries. C'est ça ? Vous avez vu des BGN qui sont pas exigeants, les entérobactéries, Pseudomonas, c'est ça? Oui ou non? Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être toujours des BGN, c'est-à-dire des bacilles à Gram négatifs, mais à la différence de la définition du cours d'hier, on vous a dit qu'ils étaient non exigeants. On vous l'a dit. Donc ils peuvent pousser sur quoi comme gélose? Les entérobactéries dans la définition, ils poussent sur quoi? Hein? Allez-y, parlez. Sur? Gélose, comment elle s'appelle? Ordinaire, voilà. Donc, la différence entre des germes exigeants et non exigeants, c'est que les germes non exigeants, comme les entérobactéries, ils poussent sur ce qu'on appelle la gélose ordinaire ou bien la gélose nutritive simple. C'est une gélose nutritive simple qui contient un minimum de composants. D'accord? Si vous vous rappelez le cours de la croissance bactérienne et de la nutrition, on a parlé de bactéries exigeantes et de bactéries non exigeantes, les bactéries auxotrophes et non. Vous vous rappelez les facteurs de croissance? Hein? Donc les germes qui ont besoin de facteurs de croissance pour leur croissance sont appelés des germes exigeants. Et ils ne peuvent pas pousser sur une gélose nutritive simple, il leur faut généralement un ajout de facteurs de croissance ou bien de sang, qui ramène tous les facteurs de croissance. Ça vous dit quelque chose tout ça, ce que je suis en train de dire? Hein? Alors, Hémophilus, et je suis désolée, vous nous aidez pas si vous ne révisez pas vos cours. Donc, la première bactérie dont on va parler, c'est l'Hémophilus. C'est un germe, un BGN, comme je viens de le dire et je le redirai parce que j'ai l'impression que vous êtes à côté de la plaque. C'est un bacille à Gram négatif exigeant, donc il va avoir besoin de croissance sur des milieux riches, enrichis, qui contiennent du sang. Donc, l'Hémophilus, c'est la famille Pasteurellacées, le genre Hémophilus. Alors, vous voyez ici, je vous ai mis plusieurs espèces. On va pas s'amuser à vous parler de toutes les espèces, vu qu'il fallait résumer. Donc, je me suis intéressée à l'Hémophilus influenzae, le premier qui est écrit en rouge. Pourquoi? Parce qu'il est responsable d'infections graves, les méningites. Vous savez, vous connaissez ce que ça veut dire une méningite. Donc, il atteint surtout l'enfant en bas âge, jusqu'à 3 ans, 5 ans, et il donne des méningites et des septicémies qui sont quand même des infections graves et invasives. Invasives, c'est le contraire des infections localisées. Donc, invasives et graves, ce n'est pas des infections localisées. Il peut donner aussi des otites et des sinusites. Donc, vous savez ce que ça veut dire, les otites et les sinusites. Donc, cela, c'est pas des infections très graves. Mais méningite, septicémie, c'est des infections graves. Donc, on va parler uniquement parmi toutes les espèces de l'Hémophilus influenzae. D'accord? Si il y a un souci, vous m'arrêtez. Alors, où est-ce qu'on trouve cette Hémophilus influenzae? Il faut savoir que l'Hémophilus influenzae, qui est responsable de méningite, il existe à l'état commensal dans la flore respiratoire. C'est-à-dire qu'on peut le retrouver au niveau des voies aériennes supérieures et inférieures. Seulement, il faut retenir 2 notions. Dans l'Hémophilus influenzae, l'espèce qui nous intéresse, il y a ce qu'on appelle des souches, c'est écrit en rouge, capsulées et des souches non capsulées. D'accord? Retenez ces 2 principes. Qu'est-ce que ça veut dire capsulé? Il existe une capsule. Vous avez fait la structure. Paroi et capsule. Donc la capsule, c'est un facteur de virulence responsable de l'effet phagocytaire. D'accord? Donc de là, vous retenez que les souches capsulées sont plus virulentes que les souches non capsulées. D'accord? Et on va le voir dans le pouvoir pathogène. Donc,
au niveau de la flore commensale, vous allez trouver beaucoup plus des souches d'Haemophilus influenzae non capsulées, plus que les capsulées. D'accord? La flore commensale, c'est surtout des souches non capsulées et quelquefois un petit pourcentage de souches capsulées. Quand les souches sont capsulées, on peut les sérotyper. Qu'est-ce que ça veut dire sérotyper? Faire le sérotypage. Vous l'avez fait dans le diagnostic normalement bactériologique. La composition de la capsule, elle est différente, peut être différente et donner ce qu'on appelle les sérotypes. C'est bon? Alors, selon les sérotypes, selon la capsule, la composition de la capsule pour les souches capsulées, vous avez 6 sérotypes. Lisez-les-moi. Voilà. D'accord? La capsule, c'est quoi? C'est des glucides. La composition de la capsule, elle n'est pas la même pour toutes les Haemophilus influenzae capsulées. Il y a des petites différences. Selon ces différences, on a décrit 6 sérotypes, 6 types différents, selon la composition de leur capsule. On les appelait tout simplement A, B, C, D, E, F, G. Pourquoi j'ai mis en rouge le B? Parce que c'est le sérotype qu'on vise dans la vaccination, parce que c'est celui qui est responsable de méningite et d'infection invasive du nourrisson. C'est bon jusque-là? Donc, souche capsulée, souche non capsulée, pathogénicité plus pour les souches capsulées, et même dans les souches capsulées, il y a 6 sérotypes. Celui qu'on redoute le plus, c'est le sérotype B. Et on va en parler beaucoup plus que les autres sérotypes. On dit Haemophilus influenzae de sérotype B ou bien HIB. D'accord? C'est bon? Comment va se faire la transmission pour donner une infection? Je suis porteur d'un Haemophilus influenzae, surtout capsulé. En respirant, je peux le donner à un autre malade. Soit je suis malade, soit je suis porteur. Ça passe dans la sphère ORL et pulmonaire, donc je peux faire une transmission par quel biais? Gouttelettes. C'est comme les virus dont on parle maintenant, coronavirus, gouttelettes. Donc quand je respire, quand je parle, quand j'éternue, je peux faire sortir mon Haemophilus influenzae et le transmettre à un malade qui est proche de moi. D'accord? Donc c'est respiratoire. La deuxième possibilité, c'est une transmission indirecte. J'ai un objet comme ça, un objet, et j'éternue ou je tousse dessus. Je vais le contaminer. Donc si quelqu'un derrière moi vient et touche cet objet et met sa main dans sa bouche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer cette bactérie qui a contaminé l'objet. D'accord? Donc, la contamination, pour avoir une infection, soit vous contaminez directement la personne qui est à côté de vous, parce que vous êtes porteur d'hémophilus et vous êtes en train de tousser, de parler, etc., comme pour le virus du coronavirus, c'est pour ça qu'on dit porter des bavettes, soit vous contaminez un objet qui va être pris par une autre personne, et donc c'est la contamination directe et indirecte. Ok? La pathogénie. On a parlé de souches et non capsulées. On revient. Les souches capsulées, quel est le sérotype le plus fréquent dont on a peur? Le B. Donc on écrit Haemophilus influenzae sérotype B ou HIB. C'est le plus fréquent. Et c'est celui qui donne des méningites graves de l'enfant. Et comme par hasard, c'est l'âge entre 6 mois et 3 ans. Généralement jusqu'à 5 ans. Au-delà, on ne cherche pas l'Haemophilus influenzae chez le grand enfant ou l'adulte parce qu'il ne devient plus pathogène pour donner des méningites. Donc c'est vraiment le petit enfant chez lequel l'Haemophilus influenzae B donne cette méningite. Il peut donner aussi l'épiglotite. L'épiglotite, c'est aussi une atteinte donc des voies respiratoires. L'épiglotte qui est là, qui permet la respiration, et donc ça peut tuer un enfant. Donc vous voyez comme c'est grave. Méningite, épiglottite dont le pronostic peut être sévère, parce que pourquoi? Par asphyxie. L'enfant peut mourir par asphyxie. Et la troisième, c'est la septicémie, c'est-à-dire passage de la bactérie dans le sang. Ça donne une septicémie. D'accord? Donc c'est des infections graves causées par les souches capsulées. Ce qui est bien,
c'est qu'on a dans le monde entier, on a pensé à vacciner le petit enfant, le bébé, le nourrisson, contre cet hémophilus influenzae du sérotype B. Et on a remarqué depuis la vaccination, quand c'est rentré dans le calendrier vaccinal, que la fréquence de ce sérotype, elle a diminué. Parce que quand on vaccine, on protège. Et ce qui nous intéresse, c'est de vacciner contre ce sérotype. D'accord? Parce que c'est le plus pathogène, le plus invasif, le reste, on va pas vacciner contre les souches non capsulées et les autres sérotypes. On s'est intéressé à ça. Donc le vaccin, si vous le trouvez dans le programme calendrier national ou international, c'est un vaccin qui contient le sérotype B. Il est donné à nourrisson à partir de 3 mois ou 2 mois comme ça. D'accord? Les souches capsulées. C'est bon. Les souches non capsulées. Qu'est-ce qu'ils vont donner? Je l'ai dit tout à l'heure, les infections non invasives, pas très graves. Ils donnent ce qu'on appelle des infections localisées, donc les otites, les sinusites, les pharyngites, les pneumopathies, etc. D'accord? Et là, ça peut concerner même l'adulte, l'enfant et l'adulte. Alors qu'au début, dans les infections invasives, c'est surtout l'enfant, petit ou un peu plus grand. C'est bon? Je passe maintenant au diagnostic bactériologique. Alors, on vous a dit qu'il y a un diagnostic direct et un diagnostic indirect. Qu'est-ce que ça veut dire le diagnostic direct? Rechercher la bactérie entière ou bien ses composants. C'est quoi les composants? Hein? Les tests antigéniques, elles concernent quoi en général? Les protéines, les composants du virus. Soit c'est la bactérie, soit c'est la bactérie entière, soit c'est les composants de la bactérie. Quels sont les composants de la bactérie? Soit c'est les protéines, on fait les tests antigéniques, soit c'est l'ADN ou le génome bactérien et on fait ce qu'on appelle quel test? La quoi? La PCR, la biologie moléculaire. On s'entend, c'est bon. Maintenant, je ne vais pas répéter à chaque cours. Donc, soit on recherche la bactérie. Et dans ce cas-là, on a des étapes. Quelles sont les étapes? Prélèvement, état diagnostic. Comment on appelle ça? Examen? Allez, parlez. On m'envoie un prélèvement. Quelle est la première chose que je fais quand je veux isoler la bactérie? Voilà. Non, قبل la mise en culture. Quelle est la première étape? Examen à l'état frais. On ne dit pas examen à l'état frais, tout simplement. On dit un examen direct au microscope. Ça peut être un état frais, ou là, un état frais et un examen après coloration, le gramme et le bleu. D'accord? Donc, en général, quand on reçoit un prélèvement, comme le diagnostic bactériaux, je reçois un prélèvement, je fais un examen direct au microscope optique, je regarde, je fais un état frais, un examen direct avec coloration, et après, je fais la mise en culture, l'examen direct, mise en culture. Quand j'isole la bactérie, qu'est-ce que je fais? Avant de passer à l'antibiogramme. La galerie biochimique, ça consiste en quoi? Enfin, c'est quoi le but de la galerie biochimique? C'est quoi? L'identification. Comment je peux savoir que c'est une Escherichia coli ou heureusement vous avez fait le cours hier. Comment je peux savoir que c'est une Escherichia coli ou une salmonelle ou grâce à quoi? À la galerie biochimique. C'est une identification en général par des galeries biochimiques, par les tests tels que l'oxydase, la catalase. Vous êtes d'accord? Donc, les étapes du diagnostic classique. Prélèvement en fonction de la pathologie. Examen direct, état frais, coloration du gramme, coloration du bleu.
Troisième étape, mise en culture sur les milieux appropriés, les géloses appropriées. Quatrième étape, j'ai ma colonie, je fais une identification en utilisant les propriétés biochimiques de la bactérie. Cinquième étape, je fais un antibiogramme. C'est bon? D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle le diagnostic direct, classique. C'est-à-dire que j'isole la bactérie, je fais l'identification et je fais un antibiogramme. Maintenant, je peux ne pas faire le diagnostic de la bactérie. Je prouve qu'elle existe juste en recherchant son ADN. Si je trouve son ADN, ça veut dire qu'elle est là. Je suis pas obligée de l'isoler. Vous êtes d'accord? Donc, pour rechercher son ADN, qu'est-ce que je fais? La PCR, biologie moléculaire. Je multiplie le génome de telle façon à avoir une grande quantité pour pouvoir dire qu'elle existe ou elle n'existe pas. C'est ça. Je rentre pas dans le principe. Troisième possibilité, je cherche les protéines. Des protéines de la bactérie qui sont diffusibles dans le prélèvement. D'accord? C'est les tests antigéniques rapides où je vais utiliser l'ELISA ou la luminofluorescence ou bien l'agglutination ou autre. C'est bon? On vous en a parlé. Bon. Alors, le diagnostic direct classique. Prélèvement. C'est quoi les infections dont est responsable l'hémophilus? Il est responsable de quoi? Méningite. Donc, je fais quoi comme prélèvement? Le LCR. Il est responsable de septicémie. Donc, je fais quoi comme prélèvement? Le sang pour hémoculture. D'accord? Responsable de sinusite, d'otite, etc. Je fais le prélèvement au niveau des différents foyers infectieux. C'est tout. Ça, c'est le clinicien qui m'envoie le prélèvement. Il me dit, il a une otite, il a une méningite, il a ceci, il a cela. Je reçois le prélèvement. La première des choses, il faut que le prélèvement, il soit fait avant tout traitement. Sinon, ça va décapiter l'infection. Et je vais rien retrouver au laboratoire. Il faut qu'il soit fait selon les conditions d'asepsie rigoureuse. Pourquoi? Parce que notre peau est remplie de germes commensaux. Donc, je vais avoir un prélèvement qui est comment? Qui est contaminé. Donc, on aura des faux positifs. On n'aura pas la bactérie qu'on est en train de chercher, on aura les prélèvements de la peau au lieu de chercher le prélèvement qui est à l'intérieur de mon foyer infectieux. Vous êtes d'accord? D'accord? Asepsie rigoureuse pour tous les prélèvements. Toute la bactério, elle a besoin d'une asepsie rigoureuse avant de faire le prélèvement. Il faut respecter, si on vous dit qu'il faut faire comme ça, le prélèvement, il faut le respecter à la lettre. Sinon, le prélèvement, il va être faussé. D'accord? C'est pas la biochimie, c'est pas l'hémato, c'est pas l'immuno. Les prélèvements pour la bactério, ils doivent être faits selon les conditions d'asepsie rigoureuse pour avoir la bactérie qu'on cherche et pas la bactérie de l'environnement ou de la flore commensale. OK? Avant toute antibiothérapie pour ne pas décapiter l'infection. Beaucoup de germes sont fragiles, soit à la chaleur, soit au froid, soit à la lumière, soit à je sais pas quoi. Donc, le transport du prélèvement au laboratoire, il doit être très rapide. Et la manipulation au laboratoire, elle doit être très rapide aussi. D'accord? Les règles d'or du prélèvement en bactériologie. Pas d'antibiothérapie, asepsie rigoureuse, avant tout avant tout traitement antibiotique, transport rapide, respecter les conservations, les transports et la conservation du prélèvement. Maintenant, il m'arrive au laboratoire. Qu'est-ce que je fais? Un examen direct. Je fais un examen direct à l'état frais et une coloration au gramme. Qu'est-ce que je vais trouver pour l'hémophilus influenzae? Eh ben, je vais trouver un bacillogramme négatif parce que c'est le cours, il s'appelle bacillogramme négatif, donc ça peut être qu'un bacillogramme négatif. D'accord? La spécificité, c'est qu'il a un aspect polymorphe. Qu'est-ce que ça veut dire polymorphe? Quand je regarde mon microscope, j'ai l'impression que je vais voir des cocobacilles, des petits bacilles, cocobacillaires, et des bacilles filamenteux, lents. C'est pas normal. C'est rare qu'on ait une même bactérie qui donne deux aspects au même temps. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il a un aspect
vous avez l'impression que vous êtes en présence de deux bactéries. Une bactérie sous forme de cocobacille et une bactérie longue. Alors que non, c'est en fonction des stades de croissance. L'hémophilus, il donne cet aspect polymorphe, cocobacillaire et long filament. Cet aspect-là, il vous oriente vers l'hémophilus. Quand vous voyez un aspect de cocobacille et de bacille lent, donc c'est un aspect polymorphe qui donne l'impression que c'est contaminé, que c'est deux bactéries, vous pensez à l'hémophilus, mais à l'hémophilus en général, l'hémophilus influenzae, parce qu'on n'est pas en train de parler de l'hémophilus influenzae. Ok? Donc, bacillogramme négatif, capsulé ou non, immobile et surtout polymorphe. C'est bon? Voici l'examen direct caractéristique de l'HIB, de l'hémophilus influenzae. Bien sûr, avec la lumière, ça se voit pas trop, mais quand vous aurez votre PDF et PowerPoint, ça se verra mieux. Ça se verra mieux, d'accord? Faites si vous voulez. Je sais pas si on peut éteindre. Alors, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Mise en culture. Mise en culture dans quoi? C'est le beau, parce que je vais pas terminer le corps comme ça. Un germe exigeant. Et précisément, je vous le dis et le redis, l'hémophilus influenzae est exigeant en deux facteurs. Le facteur 10, hémine, et le facteur 5, qui est le NAD. Vous allez pas les trouver dans une gélose nutritive. Donc, vous devez utiliser la gélose au sang cuit. Vous avez fait les milieux de culture. Je pose plus de questions. Vous avez fait, donc, c'est la gélose au sang cuit, ou bien une gélose chocolat enrichie en NAD, ou bien un milieu de base auquel on va rajouter, qu'est-ce qu'on rajoute? Les deux facteurs de croissance. Parce que la gélose nutritive simple, si je lui rajoute le facteur 5 et le facteur 10, elle va suffire. D'accord? Mais je ne vais pas m'amuser à faire ça. Donc, je prends une gélose au sang cuit, elle contient tout. C'est bon. J'ensemence mon prélèvement. D'accord? C'est bon? Je vais incuber sous une atmosphère enrichie en CO2, parce qu'il a besoin de CO2, pendant 24 heures à 48 heures. Vous savez que la bactérie, elle ne pousse pas en 1 heure de temps. Ça, vous l'avez appris au moins. Hein? La croissance bactérienne, combien il lui faut minimum? 24 heures minimum. Donc, pour celui-là, c'est 24 à 48 heures. Ça va pousser. D'accord? Donc, il faut, après le prélèvement, il faut attendre 24 heures ou bien 48 heures pour avoir cet aspect de colonie. Regardez dans la gélose. Vous allez la voir dans vos PowerPoint que je vais vous envoyer. Donc, c'est des colonies qui sont grisâtres, grosses ou bien muqueuses. Muqueuses s'il y a une capsule. S'il n'y a pas de capsule, elles vont pas être muqueuses. D'accord? Donc, aspect examen direct caractéristique, aspect sur une gélose au chocolat aussi caractéristique. Maintenant, je suis orientée vers un hémophilus, mais ça me suffit pas. Je dois confirmer avec quoi? Identification, troisième étape. Examen direct, mise en culture, identification. Alors, l'aspect au gramme, je l'ai dit. Hein? Polymorphisme et tout. L'aspect à la culture, je l'ai dit. Colonie grisâtre, bombée sur milieu, contenant les facteurs 5 et 10. Exigence en facteurs de croissance, 5 et 10. Il possède une oxydase. Vous savez ce que c'est une oxydase? Il possède une catalase. Hein? D'accord. Quatrième étape, la galerie API Neisseria Haemophilus. La galerie API. On vous a montré des galeries API? C'est des galeries qui comportent des tests biochimiques pour permettre l'identification d'une bactérie. Vous êtes d'accord? C'est bon? Donc, pour chaque type de bactérie, vous avez une galerie API pour elle. La galerie API de l'entérobactérie à part. Si je veux identifier un staph phylocoque, ça sera une galerie API de staph. Si je veux
identifier un hémophilus, je vais utiliser une galerie spécifique à l'hémophilus eoneseria. D'accord? Qu'est-ce qu'elle contient? Résumez-moi rapidement. Qu'est-ce qu'elle contient, ces cupules? C'est quoi en général? Ça regroupe quoi comme test? Des tests biochimiques qui concernent quoi? Les sucres, les acides aminés, les enzymes, les lipides. D'accord? Et c'est en fonction des réponses qu'on va pouvoir donner un nom à notre bactérie. Vous êtes d'accord ou non? On vous l'a expliqué dans l'identification. D'accord. Donc, une fois que la galerie API, elle va me sortir le nom de l'espèce. D'accord? Quand je lis la galerie API, qui est un ensemble de caractéristiques biochimiques, elle va me dire, vous avez identifié l'hémophilus influenzae. Je vais aller sérotyper. D'accord? Comment je fais le sérotypage? Par quelle technique? Je vais aller à Pastorex. Vous voyez Pastorex là-bas, c'est écrit? C'est une technique d'agglutination. On vous a parlé de l'agglutination? Antigène, anticorps. Même en immuno, vous l'avez fait. C'est des tests que vous avez fait en immuno. Donc, l'agglutination, c'est mettre en rapport un antigène avec son anticorps spécifique. Si ma souche, elle contient l'antigène B, elle va agglutiner avec quoi? Avec le sérum qui contient l'anticorps B, tout simplement. Donc, j'ai des sérums dans le commerce, je les achète du commerce, et je vais mettre une goutte de ce sérum, et je vais agglutiner avec ma bactérie. S'il y a une agglutination, on est en présence d'un hémophilus influenzae de sérotype B. S'il n'y a pas d'agglutination, ce n'est pas le B. C'est le A ou le C ou le D ou le E ou le F. Ça, j'ai pas des sérums contre ces sérotypes-là. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le B, et c'est celui pour lequel on a développé les anticorps, les sérums. C'est bon? Est-ce que les étapes, vous les avez compris? Parce qu'on va répéter les mêmes choses pour les bactéries. Examen direct, mise en culture. Une fois que j'ai la colonie, je fais une identification. En général, j'utilise les galeries API, etc. Après, s'il y a une agglutination à faire, je fais ce qu'on appelle un sérotypage. Et après, à la fin, je termine par... Oui, je vais pas détailler l'antibiogramme. D'accord? C'est bon? Hada, c'est l'examen direct, classique. Mise en culture, identification, antibiogramme. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je l'ai dit tout à l'heure. Le diagnostic rapide. Parce que la culture HADI, elle va mettre combien de temps? 24 à 48 heures. L'identification. 24 heures encore avec l'antibiogramme. Donc c'est 3 jours pour répandre. C'est pour ça qu'il fallait trouver des méthodes de diagnostic plus rapides. D'accord? Donc, quand on recherche en B, quand on recherche les antigènes solubles, c'est quoi? Quand une méningite, je reçois une méningite. Le malade a été déjà traité par un antibiotique. Et après, on me fait prélèvement de LCR. On me l'envoie au laboratoire. La culture, elle va être négative parce qu'elle est décapitée par traitement antibiotique. On fait toujours le prélèvement avant l'antibiothérapie. Si on fait l'antibiothérapie, on aura une infection décapitée. La bactérie, elle va pas pousser sur la gélose. Les antigènes, ces antigènes, ils vont diffuser dans le LCR. D'accord? Les antigènes, c'est quand la bactérie, elle est lysée par l'antibiotique, elle va diffuser ces antigènes. Ces antigènes, je peux les mettre en évidence. D'accord? Donc, vous apprendrez quand vous serez interne que quand le malade vient pour une méningite qui a déjà été traitée, je peux demander ce qu'on appelle la recherche des antigènes solubles. C'est la recherche des antigènes ou des protéines ou des protéines, oui, plutôt des composants, c'est beaucoup plus des sucres de la bactérie dans le LCR
On peut les rechercher même dans le sang et dans les urines, mais surtout dans le LCR. D'accord? Donc, malade sous traitement, méningite, culture négative, je recherche les antigènes solubles. Comment je vais les rechercher? C'est des techniques en général d'immunochromatographie ou d'agglutination. D'accord? Troisième, alors on peut répondre pour les antigènes solubles en une demi-heure. Vous voyez le gain? D'accord? Pour la PCR, je recherche le génome viral par polymérase chain reaction, qui est une méthode de biologie moléculaire mettant en évidence l'ADN bactérien. Si je trouve l'ADN de l'hémophilus influenzae, ça veut dire que c'est une infection à hémophilus influenzae. C'est clair, d'accord? Seulement ici, c'est rapide, 2 heures de temps, et que vous ayez traité ou non votre malade, l'ADN, vous la trouvez ou non? Voilà, d'accord? Rapide, et quel que soit le traitement, la bactérie, peut-être vous pouvez pas la trouver, mais l'ADN, vous la trouverez. La bactérie va être éclatée par l'antibiotique, mais les composants, ces composants, ils vont rester dans l'organisme du malade. Donc vous voyez, il y a toujours des intérêts par rapport à la rapidité, sensibilité, spécificité, traitement et tout, pour faire ce genre de recherche. C'est bon? Le diagnostic sérologique, pas beaucoup d'intérêt. C'est le diagnostic indirect pour la recherche des anticorps. Si vous vaccinez votre bébé et vous voulez savoir s'il a développé des anticorps, peut-être vous pouvez faire le diagnostic sérologique. Mais dans le diagnostic de l'infection, il n'a aucun intérêt. Parce que les anticorps, c'est à partir de 21 jours, 15 jours, etc. Et le malade, il sera déjà bien malade et bien traité. D'accord? C'est bon? Le traitement curatif, généralement, c'est l'augmentin ou les céphalosporines de 3e génération. Et le traitement préventif, c'est le vaccin anti-HIB. Voilà. On passe à la deuxième bactérie, Bordetella. Autre BGN, autre germe exigeant, autre maladie. Est-ce que vous connaissez la coqueluche? Coqueluche, maladie grave chez le bébé et le nourrisson, parce que aussi elle peut le tuer, voilà, par asphyxie. Parce que c'est une pneumopathie, avec un moment, il n'arrive plus à respirer. Il tousse avec des paroxysmes de toux, et à un moment, il n'arrive plus à respirer, il est cyanosé, il peut mourir. À cause de quoi? À cause de Bordetella pertussis qui donne la coqueluche. Alors, est-ce qu'on se fait vacciner quand on est bébé ou non? On se fait vacciner, oui. Le DT-coq polio. Coq, c'est pour coqueluche. D'accord? Mais on commence à se faire vacciner à partir de 3 mois. Le problème en ce moment, c'est que la coqueluche est revenue chez les bébés de moins de 3 mois. Pourquoi? Parce que les adultes, nous maintenant en tant qu'adultes, on peut se réavoir la coqueluche. La vaccination, on l'a fait quand on est jeune. Mais elle ne reste pas à vie. Les anticorps ne restent pas à vie. Donc, à partir d'un certain âge, on peut avoir encore la coqueluche. Et généralement, ces petits bébés, avant de se faire vacciner, ils peuvent être contaminés par leurs propres parents et la maman en général, qui est très en contact avec eux. Donc, c'est pour ça que maintenant, dans le monde, on est en train de réfléchir si on ne revaccine pas les sujets adultes avec le vaccin de la coqueluche. Comme ça, on protège le petit bébé qui, avant 3 mois, il n'a pas de vaccin, il n'a pas d'anticorps, donc il peut attraper la coqueluche. C'est redevenu une maladie, on va dire, à la mode. Parce qu'elle est en train, dans le monde entier, elle est en train de réapparaître. Et les contaminants, c'est qui, généralement? C'est les adolescents et les adultes. Et elle est mortelle pour le bébé, surtout de moins de 3 mois. D'accord? Donc, la coqueluche, maladie grave qui peut être mortelle chez le bébé, elle est due essentiellement à l'espèce Bordetella, lisez, pertussis. D'accord? Secondairement à l'espèce Parapertussis. Mais c'est surtout la première espèce qui est responsable à 90 ou 99% de coqueluche. D'accord?
Donc c'est une infection bactérienne hautement, très contagieuse et qui peut donner des épidémies. Son problème, c'est qu'elle peut être potentiellement mortelle chez le petit enfant et le nourrisson. D'accord? C'est une bactérie stricte de l'homme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas transmise par les animaux ou autre chose. Elle est transmise d'homme à homme. Ça peut pas autre chose. D'accord? Et je vous ai dit depuis le début, c'est généralement le bébé, il est contaminé par son propre entourage, surtout ses parents qui se rapprochent beaucoup de lui. Donc le réservoir principal, c'est les adolescents et les adultes qui vont contaminer les jeunes nourrissons. Donc elle touche tout le monde, mais elle est plus grave chez le nourrisson et l'enfant. La vaccination, bien sûr, elle réduit le taux de mortalité et de morbidité. Alors, pénétration par voie aérienne, multiplication dans le tractus respiratoire, la pathogénicité de cette bactérie, elle est due essentiellement à la production de, en rouge, lisez, toxines. Surtout la pertussis, elle est très toxinogène. Donc, c'est la toxine qui entraîne une accumulation du mucus, une réaction inflammatoire et cette toux paroxystique qui peut entraîner la cyanose et la détresse respiratoire chez le bébé. Donc, si on doit parler de quelque chose qui caractérise la coqueluche, c'est une toux paroxystique. C'est-à-dire, il n'arrête pas de tousser. Il tousse, on dit des quintes de toux. D'accord? Il n'arrive pas, il tousse, puis il n'arrive pas à inspirer. Le bébé, il n'arrive pas à inspirer. Donc, on dit qu'il fait comme un chant de coq. Connaissez le coq quand il chante? Quand il respire, en toussant, vous avez l'impression que c'est un chant de coq. D'accord? Et à un moment, il se cyanose carrément puisqu'il n'arrive pas à respirer. Donc, phase d'incubation en 3 semaines, il y a une phase catarrhale qui nous intéresse pas, mais surtout, elle est très contagieuse. Et après cette phase catarrhale, il y aura la coqueluche avec sa phase d'état qui est, comme je viens de le dire, caractérisée par une toux quinteuse, surtout le soir, avec une respiration difficile et en chant de coq, avec possibilité d'arrêt respiratoire et de décès par détresse respiratoire. Alors, si le bébé, le jeune enfant, il ne meurt pas, il n'y a pas de mortalité, il va y avoir une convalescence qui va durer plusieurs mois. Il se rétablit très lentement. Alors, comme je viens de la décrire, cliniquement, très caractéristique. Hein? Je viens de parler donc d'une quinte de toux le soir avec un chant de coq, etc. Donc le diagnostic, il est surtout clinique. Voilà. On peut se passer de faire un diagnostic au laboratoire. Pourtant, il faut le faire. Pourquoi il faut le faire? Premièrement, parce qu'on a des cas où la clinique, elle n'est pas caractéristique. C'est une toux qui n'est pas vraiment caractéristique de la toux de la coqueluche. Donc on se pose des questions, est-ce que c'est coqueluche ou autre chose? Ou bien, pour les études épidémiologiques, il faut faire le suivi de la coqueluche. D'accord? C'est des études épidémiologiques où on doit suivre la coqueluche. Donc on envoie au laboratoire. Alors, je vous le dis dès maintenant, la meilleure méthode pour le diagnostic de la coqueluche, la plus spécifique, la plus sensible et la plus spécifique, c'est la PCR. D'accord? On peut faire la culture, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, la culture de la bactérie, c'est la technique standard. C'est la technique, c'est le gold standard, c'est-à-dire c'est la technique de référence. Mais la PCR est devenue la meilleure technique maintenant. D'accord? Si je vous résume. Donc, pour la sérologie, aussi, pas d'intérêt dans la maladie aiguë. C'est un diagnostic qui est, comment on dit? Prospectif et rétrospectif. Comment on dit pour le diagnostic sérologique? Il est rétrospectif, c'est-à-dire qu'il va venir après l'infection. Hein? Le mot prospectif, c'est pendant.
Rétrospectif, c'est-à-dire une fois que l'infection, elle sera guérie, vous allez développer des anticorps. Donc, c'est après 1 mois que vous allez dire, ah, il a eu les anticorps, donc c'était la coqueluche. Donc, c'est un diagnostic rétrospectif. Est-ce qu'il a un intérêt pour le traitement? Non, ça y est, la maladie, elle est passée. Donc, la plupart des maladies ici, la sérologie n'apporte pas beaucoup de choses pour le diagnostic et le traitement, mais c'est un diagnostic qui va être tardif et donc rétrospectif. D'accord? Le prélèvement, ça va être quoi? Bronchopulmonaire. Donc, on fait en général un prélèvement nasopharyngé, comme pour le coronavirus. Les virus respiratoires, on aime bien surtout le petit bébé, il y a les enfants et les nourrissons, il n'y a pas mieux que le nasopharyngé. Donc, on va très, très loin derrière jusqu'au bout du nez. Donc, prélèvement nasopharyngé, avec une aspiration ou bien à l'aide d'énécouvillons. Un germe très fragile et très exigeant. Donc, il me faut un milieu spécifique. Ce milieu-là, rappelez-vous son nom, c'est le scientifique qui a découvert cette bactérie. 2 scientifiques, Bordet et Gengo. Donc, on appelle le milieu de Bordetella, le milieu de Bordet et Gengo. C'est un milieu qui est riche. C'est pas là. Bon, j'ai mis à peu près à base de pommes de terre et de sang, mais l'essentiel, ne retenez pas à base de quoi il est fait. L'essentiel, c'est de savoir que c'est un milieu spécifique. Je peux pas faire pousser la Bordetella sur une gélose au sang, même au sang cuit. Il me faut de la pomme de terre et du sang défibriné. Donc c'est un milieu spécifique à Bordetella qui s'appelle le milieu de Bordet et Gengo. Regardez la culture, combien il faut d'incubation. Lisez-moi. 7 jours. C'est lent, hein? D'accord? Donc c'est très lent. Le temps de répandre que j'ai trouvé une Bordetella, c'est quand même 1 semaine. Ok? C'est pour ça que je vous dis maintenant la PCR, c'est pas mieux. C'est une culture qui est lente et qui a besoin d'une atmosphère humide. Regardez. Alors vous allez le voir après quand vous verrez votre cours sur l'ordinateur. C'est des gouttelettes. Les colonies de Bordetella sont très belles à voir. Elles sont très caractéristiques. On dit qu'elles ressemblent aux gouttelettes de mercure avec une hémolyse alpha. Vous allez le voir quand vous aurez, parce que moi je la vois très bien sur mon ordi. Donc quand vous aurez votre PowerPoint, vous allez voir cet aspect de gouttelette de mercure qui est très caractéristique de Bordetella. Donc elle a un milieu spécifique et un aspect spécifique aussi. Gouttelette de mercure avec une hémolyse floue. Je fais 1 gramme, vous vous rappelez? 1 gramme. Qu'est-ce que je vais regarder? Comme ça, vous participez, vous retenez. Qu'est-ce que c'est écrit pour l'identification? Au début. Coco, à gramme, à coloration. Donc, on a l'impression, tout à l'heure, j'ai dit, c'est un bacillogramme négatif polymorphe pour l'hémophilus. Celui-là, c'est un cocobacille, c'est entre le cocci et le bacille, ok? Et il est à coloration bipolaire, c'est-à-dire que vous avez un milieu qui est clair et les 2 bouts qui sont foncés. Quand on a un bacille comme ça, vous avez les 2 extrémités qui sont foncées et au milieu c'est plus clair. On dira que c'est une coloration, voilà, 2 pôles foncés et l'intérieur clair. On dira que c'est une coloration bipolaire, ok? Il est aérobie strict, il a une catalase, d'accord? Et il n'a pas de nitrate réductase. Regardez en bas, j'ai mis l'oxydase et l'uréase. Vous voyez qu'il y a une différence positive pour la pertussis et négative? Voilà. Alors, quelle est l'espèce? Oui. Quelle est l'espèce qui est la plus fréquemment responsable de coqueluche? La pertussis.
D'accord? Donc, je vais m'intéresser beaucoup plus à la pertussis qu'à la parapertussis parce qu'elle est moins fréquemment responsable. Mais c'est pas la pertussis seule qui est responsable de la coqueluche, les deux. Mais en termes de fréquence, c'est la pertussis. Donc, si je regarde ici, je dirais que la pertussis, elle est catalase positive, oxydase positive, uréase négative. D'accord? Donc, hadou, les caractères différentiels, vous avez vu dans le métabolisme bactérien. Vous voyez quel est leur intérêt? Quand je fais les tests biochimiques, je pourrais savoir aboutir à une identification d'espèces grâce à ces tests biochimiques. D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Diagnostic. Meilleur diagnostic, c'est le diagnostic? Voilà. Donc la PCR. Rapide, réponse rapide en 2 à 3 heures. Elle est plus sensible que la culture. Parce que regardez, sa sensibilité et spécificité, elles sont supérieures à combien? C'est excellent. Vous ne pouvez pas avoir un meilleur diagnostic quand vous avez une technique qui est sensible à plus de 95% et spécifique à plus de 95%. Donc c'est excellent. C'est la méthode de choix. Voilà. C'est ce que je peux dire pour la PCR. Pour la sérologie, c'est toujours un diagnostic rétrospectif de la maladie. Alors, pour le traitement, bien sûr, il faut traiter rapidement. Il ne faut pas attendre la bactério. Si vous n'avez pas de PCR qui vous répond en 2-3 heures, si vous suspectez cliniquement une coqueluche, il faut le traiter. Il ne faut pas attendre le diagnostic par la culture qui est de 7 jours. Donc, je vais traiter avec les macrolides, érythromycine, azithromycine. Sinon, s'il y a une allergie, je vais traiter avec le Bactrim. D'accord? Ça permet de diminuer, de réduire les complications de la maladie. Et il faut aussi traiter les sujets contacts avec le malade. Celui qui a eu la coqueluche, tout son entourage, je vais lui donner une chimioprophylaxie préventive. D'accord? Donc voilà. Et le traitement préventif, c'est toujours le vaccin, comme d'habitude. Donc on a le vaccin, c'est généralement associé diphtérie, tétanos, coqueluche. On les donne ensemble en une seule injection. Troisième bactérie, Brucella. Vous avez entendu parler de la brucellose, j'espère. On est un pays d'endémie de la brucellose. Alors, elle est transmise par qui, la brucella? Voilà, c'est une zoonose en fait. C'est une zoonose qui est transmise accidentellement à l'homme. D'accord? Il faut savoir que la brucella, c'est un agent biologique de classe 3, c'est-à-dire qu'il est hautement contagieux. D'accord? Vous devez retenir ça. Je vais vous dire pourquoi. Et il peut être, vous entendez parler de la guerre biologique. Hein? La guerre des armes et la guerre biologique. On peut utiliser la brucella pour déclarer, les grandes puissances peuvent déclarer les guerres biologiques en utilisant cette bactérie. Alors, il y a plusieurs espèces. Celles qui vont vous intéresser dans la brucella, c'est les 4 premières espèces. D'accord, je vais le revoir par la suite. Je parle que de l'essentiel. Regardez, il y a 12 espèces, mais celles qui vont nous intéresser, les voilà, en bas. Les cas de brucellose humaine, elles sont rattachées à 4 espèces seulement. D'accord? Il y a 12 espèces, mais la plupart concernent la brucellose animale. Ce qui nous intéresse, la brucellose humaine, c'est les 4 espèces. Melitensis, la plus fréquente chez nous, la plus fréquente, c'est Melitensis en Algérie, la Suisse, la Bourtus et la Canis. Donc, transmission par les animaux. Et donc, quelles sont les professions à risque? C'est une maladie professionnelle, vous le savez. Hein? Transmise par les animaux, les bovidés, tout, les animaux d'élevage, etc. Donc, quelles sont les professions à risque? Ceux qui travaillent, les fermiers, ceux qui travaillent dans les abattoirs, les vétérinaires, les gens qui travaillent au laboratoire, tout ça sont
possiblement contaminés par la brucelle. D'accord? Donc, en général, bon, on s'en fout de ça. Donc, voilà. Alors, quelles sont les sources de contamination? Voilà. Pourquoi? Parce que la vache et tous les animaux, et les brebis, tous les animaux, les mammifères qui peuvent donner du lait, s'ils sont malades, ils vont transmettre dans leur lait. Donc, si le lait et les produits laitiers ne sont pas pasteurisés, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez manger quelque chose qui est contaminé par la brucellose et vous allez attraper la brucellose. D'accord? Donc, Hadi, c'est la contamination digestive, indirecte. Par contre, il y a la contamination directe. Là, c'est surtout les professionnels, ceux qui travaillent avec les animaux malades. Donc, les fermiers, les éleveurs, les vétérinaires, etc. En touchant l'animal malade, ils peuvent être contaminés par voie cutanéo-muqueuse. D'accord? C'est une maladie professionnelle et à déclaration obligatoire. D'accord. Alors, il faut savoir que la brucellose, elle est endémique en Méditerranée, dans l'Algérie. D'accord? Il faut savoir que la brucelle est un intracellulaire facultative. Elle se multiplie à l'intérieur des cellules. Donc c'est pour ça que les antibiotiques pour la traiter sont des antibiotiques qui sont doués d'une diffusion intracellulaire. D'accord? Comme la rifampicine, les doxycyclines et tout. Ils peuvent pénétrer à l'intérieur de la cellule. Donc le traitement de la brucellose, c'est ce genre d'antibiotiques. D'accord? C'est bon? Comment elle va passer par quoi? Elle va passer par une phase d'incubation, puis une phase aiguë, c'est une septicémie, puis une phase localisée où ça va passer au niveau ostéo-articulaire, au niveau l'endocarde, au niveau de plusieurs foyers, et vous avez enfin la brucellose chronique. Donc il y a 3 étapes dans la brucellose. La brucellose aiguë, c'est un passage dans le sang. La brucellose subaiguë, c'est quand la brucellose aiguë n'est pas traitée, ça va passer dans les différents foyers. Et la brucellose chronique, c'est quand la brucellose aiguë et subaiguë n'ont pas été traitées, on peut passer à une symptomatologie chronique avec une fatigue générale. D'accord? 3 étapes. Qu'est-ce que j'ai dit au début pour la brucella? C'est un agent de bioterrorisme hautement contagieux et de classe 3. Donc, il est très... celui qui touche la bactérie, qui la manipule sans prendre les précautions, il peut être c'est pour ça que c'est une maladie professionnelle. Donc, le personnel du laboratoire peut être contaminé par la brucella. C'est pour ça que je vous ai mis cette photo. Vous voyez, le technicien qui manipule là, il porte une casaque, il porte une bavette, des lunettes, et il travaille high out. C'est ça une hotte. Vous voyez là où il manipule? Est-ce que vous voyez l'appareil? C'est pas une paillasse. C'est une hotte qui filtre l'air. C'est ça la hotte à flux laminaire. D'accord? Donc elle filtre l'air de telle façon à ne pas laisser la brucella sortir vers lui. Parce que on peut l'inhaler. Si on l'inhale, si on la respire, on peut être contaminé. D'accord? Donc, pour vous, mesdames et messieurs les futurs médecins, quand vous suspectez une brucella, vous pensez à une brucellose chez un malade, il faut le spécifier dans votre fiche de renseignement, que vous êtes en train de rechercher la brucella. Parce que la manipulation des prélèvements, elle va se faire obligatoirement avec précaution pour ne pas être contaminée. La fiche de renseignement est obligatoire pour toute la microbio et encore plus pour les bactéries hautement contagieuses et pathogènes. D'accord? Comme ça, le technicien, il va prendre toutes ses précautions en manipulant le prélèvement peut-être contenant la brucella. D'accord?
Quels sont les prélèvements? On a dit que c'était une septicémie. Donc, hémoculture. Et si c'est infection ostéo-articulaire, on peut faire des prélèvements au niveau des os, au niveau aussi de la moelle, myéloculture, la moelle. D'accord? Alors, il faut retenir ça aussi. La spondylodicite au niveau des vertèbres, elle est d'origine en Algérie, surtout tuberculeuse ou bien bruxellienne. D'accord? Vous avez deux causes auxquelles il faut y penser. Le BK et la brucella, quand vous avez des infections ostéo-articulaires. Très fréquent dans notre pays. Donc, vous avez tous les foyers en fonction de la clinique. Qu'est-ce qu'on fait en premier? L'examen? Direct. Donc, on regarde de fin cocobacille. Ah, fouga. À gram négatif. Je fais une mise en culture. La culture de la brucella, elle est lente. On doit laisser les prélèvements jusqu'à 4 semaines pour dire que c'est négatif. D'accord? Donc c'est pour ça aussi qu'on doit spécifier aux biologistes qu'ils recherchent la brucella. Comme ça, je laisse le prélèvement, les boîtes, je peux les laisser longtemps. Des fois, ça se positif au bout de 15 jours. D'accord? Mais maintenant, on a les méthodes rapides. Moi, je parle du diagnostic classique, par mise en culture. Maintenant, on a tout le temps des PCR, donc ça va. Mais quand on fait une culture classique, généralement, ce genre de bactéries que j'ai abordé aujourd'hui, c'est pas 24 heures d'incubation. À part l'hémophilus, c'est 7 jours, 10 jours, 15 jours. Donc, c'est très lent. OK? D'accord? Donc, la croissance, elle est lente et elle est difficile. Il faut des géloses au sang pour croître. Et après, je fais une identification. D'accord? Regardez l'identification. Culture lente. Cocobacille à gram négatif. Aérobie stricte. Catalase, oxydase, uréase, plus. D'accord? Et je termine par l'identification. Je fais la catalase. Le test à la catalase, le premier. Le deuxième, c'est le test à l'oxydase. Et le troisième, c'est le test à l'uréase. Là, c'est une galerie. C'est ça ce que on fait au laboratoire pour arriver à dire plus ou moins et pour identifier la bactérie. D'accord? On fait un antibiogramme à la fin. Mais, en général, ce qui est plus facile pour le clinicien et ce qui est le plus utilisé, c'est le sérodiagnostic. D'accord? Pour la brucellose, à la différence des autres qu'on vient de voir, surtout après 15 jours de la maladie, le sérodiagnostic, il a une utilité très importante. Je vous ai pas bien sûr développé le tout, j'ai juste nommé les différents tests sérodiagnostiques. Au moins vous connaissez les noms. Alors, le premier, c'est le sérodiagnostic de Wright, le Wright. D'accord? Le deuxième, c'est l'épreuve à l'antigène tamponné, ou le test de Rose-Bengale. Au moins, vous connaissez les noms. Les autres tests, c'est l'immunofluorescence et l'ELISA. Et chacun a une indication. D'accord? Par exemple, les premiers, c'est en phase aiguë. Les derniers, c'est en phase aiguë, chronique, subaiguë. Donc, vous conservez ça pour plus tard. Ça va vous aider. Ici, j'ai fait un tableau pour vous dire, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit il y a 3 stades. Le stade aigu, c'est une septicémie. Le stade focalisé, c'est quoi? Ostéo-articulaire, génito-urinaire, endocardite et tout. Et le stade chronique où vous avez rien, vous avez juste une fatigue générale et une faiblesse physique, psychique, etc. D'accord? Donc vous voyez, ici, j'ai mis les différentes quoi? Techniques ou tests. Et l'intérêt à chaque phase. Je prends un exemple. L'hémoculture, elle est plus indiquée dans la phase aiguë, chronique ou focalisée? Aiguë, c'est clair parce que c'est la septicémie. D'accord? La myéloculture,
aigu parce que il a un développement dans le système réticulo-histiocytaire. Donc on peut le trouver dans la moelle, à la phase aiguë et à la phase subaiguë. Par contre, les tests sérologiques, regardez, les deux premiers, EAT, le diagnostic de Wright et l'antigène tamponné, c'est surtout l'aigu, mais jamais dans la chronique, parce que ça reste pas les anticorps dans la chronique, ça disparaît. D'accord? Par contre, l'IFI et l'ELISA, ils vont être positifs, quel que soit le stade de la maladie. Vous êtes d'accord? Ça, c'est pour vous dire qu'en fonction du stade de la maladie, le médecin prescripteur, il saura quel est le test le plus utile au diagnostic de la brucellose. D'accord? Qu'elle soit aiguë, qu'elle soit subaiguë ou qu'elle soit chronique. Donc, pour toutes les phases, le meilleur, c'est l'IFI et l'ELISA. Sérodiagnostic. Traitement codifié. Vous le saurez en infectieux. Traitement codifié par l'OMS. Dans le monde entier, on doit utiliser tétracycline plus streptomycine, ou bien doxycycline plus rifampicine, ou bien doxycycline plus gentamicine, pendant au minimum 6 semaines, pour tuer la brucella. D'accord? C'est bon? On passe à la prophylaxie, je passe. Campylobacter, Helicobacter. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de l'ulcère? L'ulcère, la maladie ulcéreuse. Gastrique ou la gastro-duodénale. Ouais. Donc, il est dû à Helicobacter pylori. D'accord? Par contre, le campylo, c'est la même famille avec l'hélico. Le campylo, il est pas responsable d'ulcère, il est responsable d'entérite. Les diarrhées. Vous voyez, quand on a des diarrhées, des enfants ou des adultes, on a des diarrhées, on pense à une salmonelle, on pense à une shigelle, parce qu'elles sont responsables de diarrhée. Et on peut penser aussi au campylobacter, qui donne des diarrhées avec des vomissements et des douleurs abdominales importantes. Il faut penser au campylobacter. D'accord? Il n'y a pas que la shigelle, la salmonelle et des fois les Escherichia coli. Il y a le choléra aussi qui donne des diarrhées, mais il y a aussi le campylobacter. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces deux genres? Ils appartiennent à la famille des Campylobacteriaceae et on a donc les deux genres. Campylobacter et voilà. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ça, vous devez le retenir. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Campylobacter et Helicobacter. C'est des bactéries du tube digestif. D'accord? Spiralées. Qu'est-ce que ça veut dire spiralée? Spire. La spire, c'est comme ça. D'accord? Vous allez voir des photos. Donc, c'est des bactéries spiralées du tube digestif. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est des bacilles à gram négatif, comme le titre du cours, mais ils ont une très belle forme. Spiralée, ça veut dire comme un S, comme ça. Vous allez les voir à l'examen direct. Donc, quand vous regardez au microscope une forme comme ça, dans une diarrhée, ou là, dans une biopsie de l'estomac, et vous regardez une forme en S, ou là, une forme incurvée, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est très caractéristique du campylo ou de l'hélico. Donc, forme S, spiralée. D'accord? Deuxième caractéristique. Vous rappelez aérobie strict, aéro-anaérobie facultatif, micro-aérophile. Ces bactéries, rarement on a des micro-aérophiles. Eh ben, ces bactéries sont micro-aérophiles. Micro-aérophiles, ça veut dire qu'ils leur font une atmosphère un peu en dessous d'une atmosphère aérobie stricte. Un peu plus, il faut pas un 100% d'oxygène, il faut diminuer un petit peu l'oxygène. D'accord? Micro-aérophiles. Troisième, très importante, et qui leur permet de vivre, c'est leur écologie. Ils sont adaptés à la vie du mucus. Vous savez que l'estomac,
il y a du mucus et il y a de l'acidité. Les bactéries ne peuvent pas pousser, ils ne peuvent pas croître dans l'estomac par l'acidité et par l'excès de mucus. D'accord? L'hélicobactère, il peut. Donc, il est adapté à la vie dans le mucus et malgré une acidité gastrique. D'accord? Donc, voilà. Alors, Campylobacter, plusieurs espèces. D'accord? Mais on va s'intéresser à certaines. On s'intéressera à la Jejuni, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli et Campylobacter fœtus. Pour l'hélicobacter, on ne parlera que la principale bactérie responsable de la maladie ulcéreuse qui est l'hélicobacter pylori. Alors, à votre avis, d'où viennent toutes ces bactéries? Le Campylobacter. Le Campylobacter, je vais vous l'apprendre, c'est animal. D'accord? C'est-à-dire, il est partagé, certaines espèces, bien sûr, partagées entre l'homme et l'animal. Donc, vous allez le trouver, le Jejuni, la première espèce, vous allez la trouver surtout dans les volailles, les oiseaux, les volailles. Donc, la contamination, elle risque d'être faite par quoi? Quand vous mangez quoi? Les œufs et le poulet. La viande blanche. D'ailleurs, en général, quand il y a une intoxication alimentaire dans un groupe qui a mangé ensemble, et si ils disent qu'ils ont mangé tous de la viande et après ils ont eu une diarrhée, on pense que ça peut être le campylo. D'accord? Parce que la volaille, elle héberge beaucoup le Campylobacter. Bien sûr, si elle est maltraitée, parce qu'elle n'a pas été bien cuite et tout, elle peut contaminer. Une volaille, même c'est pour ça qu'on insiste sur la cuisson. Quand on cuit nos aliments très bien, même s'ils étaient contaminés parce qu'ils proviennent d'animaux infectés, ça va tuer les bactéries. D'accord? Et le contraire est vrai. Donc, volaille pour le Jejuni, porc pour le colis. Donc, évidemment, si nous on mange pas le porc, on aura plus des diarrhées à Campylobacter. Jejuni ou colis? Colis, c'est clair. On n'aura pas de Jejuni, de colis, parce qu'il est hébergé surtout par, il peut être hébergé, j'exagère, il peut être hébergé par la volaille, mais surtout par les porcs. Donc, la transmission, c'est clair que la première transmission, elle est alimentaire. La deuxième possibilité, c'est une transmission cutanéo-muqueuse par contact avec les aliments, les animaux infectés. Voilà, très bien. Et le pylori? Humain, strictement humain. Il n'est porté par aucun animal. D'accord? Et on dit que généralement les gens qui ont des gastrites puis des maladies ulcéreuses, ils sont contaminés dès le jeune âge par leurs propres parents. D'accord? C'est porté par les adultes, par tout le monde. Presque, vous savez, si on fait une identification d'Helicobacter pylori, je suis sûre que 99% de nous vont être porteurs de cette Helicobacter pylori. D'accord? C'est juste que tout le monde ne va pas développer l'ulcère. Mais on a presque à 100% prouvé que dans la maladie ulcéreuse, il faut absolument que l'Helicobacter pylori soit dedans. D'accord? Donc, c'est une bactérie strictement humaine qui est transmise en bas âge, aux enfants en bas âge, dans le milieu familial. Et d'autant plus que dans les pays sous-développés, on n'arrête pas d'embrasser. D'embrasser quoi? Les bébés. Sur la bouche, sur n'importe quoi. Donc, on peut contaminer avec beaucoup de bactéries qu'on porte nous-mêmes en tant qu'adultes. D'accord? Donc, en général, la transmission, elle se fait par la voie féco-orale, où là, les mains qui sont pas propres, et pour les pays comme les nôtres, en développement, ou bien par le liquide gastrique. C'est-à-dire, quelqu'un qui vomit, il peut porter l'Helicobacter pylori, qui peut contaminer une autre
une autre personne. Mais c'est surtout la voie féco-orale dans un pays comme le nôtre. Là, je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir pathogène. Je passe rapidement parce que je l'ai dit. Qu'est-ce que j'avais dit? Campylobacter jejuni et coli, responsable de quoi? Diarrhée. Entérite. Entérite, c'est une infection de entérocytes. Les entérocytes, c'est au niveau de quoi? Tube digestif. Donc le côlon ou le grêle? Voilà. Donc les entérocytes, entérite, c'est une infection du grêle et elle va donner, bien sûr, des diarrhées avec une fièvre, des douleurs abdominales et des vomissements. D'accord? Donc, coli et jejuni. Par contre, la troisième espèce, Phytus, elle est responsable de septicémie. D'accord? C'est pas des diarrhées, c'est une septicémie en général chez les malades immunodéprimés. L'Hélicobacter pylori, je l'ai dit tout à l'heure, il est responsable d'une infection chronique parce que la maladie ulcéreuse est une infection chronique. Ça commence par des gastrites chroniques, on va d'atouler une maladie ulcéreuse dans 10% des cas et enfin dans 1% des cas, c'est ça le grand problème, c'est la transformation en cancer gastrique. Voilà. C'est pour ça qu'on a toujours peur quand même de la maladie ulcéreuse. Et Helicobacter pylori est retrouvé dans 90% des cas des gens qui ont des ulcères gastro-duodénaux. Alors, comment je vais faire pour le campylo? Quel est le diagnostic? Il va se faire sur quel prélèvement? Parce que c'est des diarrhées. D'accord? Je fais un examen direct. Qu'est-ce que je vais voir? Quel est l'aspect que je vais voir? Vous allez les voir, hein? Parce que là, non, c'est nul. Là, c'est nul. Mais sur votre ordinateur, vous allez voir l'aspect. C'est de beaux grammes, hein? C'est de beaux grammes. Alors, je l'ai dit au début. C'est des bacilles à grammes négatifs. Comment ils sont? Spiralés, en S, incurvés. Donc, ils vont être très visibles. Même dans des selles fraîches, vous allez voir qu'il y a une flore où il y a beaucoup de cet aspect-là. Vous allez tout de suite penser que c'est un campylobacter. D'accord? C'est caractéristique. Il n'y a pas des bactéries qui donnent cette forme-là. Ils sont disposés en ailes de mouette. Vous connaissez les mouettes? C'est les oiseaux. Regardez les mouettes, comment elles volent. C'est comme ça. Donc, elles sont disposées, elles sont en S et en ailes de mouette. Et en plus, quand vous faites un état frais, vous allez voir qu'ils bougent en vrille. Ils sont mobiles, ils sont pas immobiles. D'accord? Ils sont mobiles et, ils se déplacent en vrille. Ça veut dire qu'ils font comme ça. D'accord? En vrille. Comme s'ils font des virages. Donc tout ça, vous allez le voir au microscope. Et c'est très caractéristique. Une mobilité en vrille, un bacille à grammes négatif en S ou spiralé avec un aspect en L de mouette. Tout ça, le microscope, il est presque caractéristique, il va vous identifier les campylobactéries. Mais vous êtes obligé de continuer le diagnostic. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? Une mise en culture. Mise en culture, je vais vous montrer les milieux qu'on utilise pour la culture des bactéries à la recherche du campylo. Allez, je vais passer pour vous montrer. Donc, pour le campylo, toutes les espèces qu'on a vues aujourd'hui, ils ont presque tous un milieu spécifique à utiliser. Il y en a 3, retenez un. La gélose sélective de Butzler. D'accord? Donc, vous avez plusieurs milieux spécifiques, sélectifs, qu'on utilise pour mettre en évidence les campylobactères. La gélose sélective de Skiro, la gélose sélective de Butzler et la gélose sélective de Karmali. Celle qu'on utilise, qui est le plus disponible en Algérie, c'est celle du milieu, c'est-à-dire le Butzler. C'est un milieu en même temps riche et en même temps sélectif. Pourquoi sélectif? On met des antibiotiques dedans pour tuer qui et laisser que les campylobactères? Qu'est-ce qu'on veut? C'est des sels, ne l'oubliez pas.
Voilà. Les sels sont remplis de flore. Donc, si j'utilise pas un milieu sélectif, les campylobactères, ils auront du mal à pousser sur la gélose. D'accord? Donc, je mets des antibiotiques qui vont tuer toute la flore normale et ne laisser pousser que les campylobactères. D'accord? Parce que les campylobactères ne sont pas tués par les antibiotiques qu'on a utilisés. Ils sont résistants aux antibiotiques qu'on a mis dans la boîte. Ok? C'est ce qu'on appelle un milieu sélectif. Donc, elle a besoin d'un milieu riche et sélectif en même temps. Et ça va donner des aspects bien particuliers comme d'habitude. D'accord? Voilà un aspect de campylobactère avec une température à 42 degrés. Vous lisez après ce qu'il y a dedans. Hein. Donc, il va vous montrer, vous allez voir après sur votre ordinateur, l'aspect des colonies sur un milieu de Butzler avec une incubation en général, on met à 42 degrés, mais à 37 degrés. Surtout le campylobactère jejuni. Il pose très bien sur un milieu sélectif de Butzler avec une température préférentielle à 42 voire 43 degrés et non pas 37 degrés. Il pousse mieux. Il pousse nettement mieux sous CO2, bien sûr. Hein. C'est bon? Examen direct, très bien. Milieu de culture aussi. Et on va enfin identifier. Alors, quand on identifie, l'examen direct caractéristique, il nous aide, bien sûr. D'accord? Il fait partie de la base de l'identification. Le fait que ça pousse sur un milieu de Butzler avec un aspect de colonie comme ça, par exemple brillante, etc., ça nous oriente aussi vers le campylobactère. Mais je ne vais pas m'arrêter à ça. Je dois faire des tests en plus. D'accord? Quels sont les tests qu'on fait en général? Vous avez l'examen direct avec un aspect caractéristique. Ici, vous avez une mobilité. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est une mobilité vive en vrille. Parce que vous avez des bactéries mobiles, mais ils ont une mobilité, ils bougent tout doucement et puis c'est tout. D'accord? Mais une mobilité en vrille, rapide, vive et comme ça, c'est caractéristique d'un campylobactère ou d'un hélicobactère. D'accord? Donc, ça aussi, ça vous oriente vers le campylo. Et ça me suffit pas. Donc, je rajoute en général la catalase, l'oxydase et la nitrate réductase. C'est les tests de base pour la plupart des bactéries. La catalase, c'est de l'eau oxygénée dans laquelle on met une bactérie. L'oxydase, c'est pour parler du cytochrome oxydase que vous avez fait dans le métabolisme respiratoire, qui différencie les oxydases moins des oxydases plus, téléphone éteint. Et la nitrate réductase aussi, vous l'avez fait en biochimie pour savoir si la bactérie, elle possède une enzyme nitrate réductase qui dégrade les nitrites ou non. D'accord? Et en fonction de chaque bactérie, elle peut être plus ou moins selon les tests qu'on utilise. Donc, pour le campylobactère, il possède une oxydase, il possède une catalase et il possède une nitrate réductase. Donc, quand je rassemble tout ça, un aspect en S, une mobilité en vrille, une croissance sur milieu de Butzler, une oxydase positive, une catalase positive, une nitrate réductase positive, dans une diarrhée, je suis dans le campylobactère. C'est clair. D'accord? Maintenant, je veux savoir si c'est un campylobactère jejuni ou un campylobactère coli. D'accord? L'espèce. Parce que le diagnostic d'espèce, il est important. Je peux utiliser une galerie API. D'accord? C'est bon? Qu'est-ce que j'ai oublié aussi? La micro-aérophilie. Le fait que ça ne pousse pas en aérobie, que ce soit pas un anaérobie, que ce soit un micro-aérophile. C'est-à-dire qu'il faut mettre un catalyseur avec une certaine quantité d'oxygène. S'il pousse comme ça et il pousse pas quand je mets beaucoup d'oxygène, ça veut dire que c'est un micro-aérophile. Et c'est un caractère de plus pour dire que c'est un campylobactère. D'accord? Le fait qu'ils n'utilisent pas beaucoup de sucre, hein, en général les bactéries pour vivre, ils vont utiliser le sucre.
D'accord? Lui, il n'utilise pas trop les sucres, il utilise beaucoup plus les acides aminés. OK? Dans les galeries API. Et enfin, l'identification d'espèces, j'ai dit, il y a quelques caractères qui permettent l'identification d'espèces, mais c'est pas important pour vous parce que c'est plus spécialisé. Quand on aura terminé de dire que c'est un campylobactère pylori, un campylobactère fœtus ou là, un campylobactère jejuni ou là, un campylobactère coli, je fais un antibiogramme, bien sûr. Je vais tester la sensibilité aux antibiotiques et je rends le résultat avec l'identification de la souche plus l'antibiogramme. D'accord? Vous êtes habitués maintenant. On n'a pas que le diagnostic culture. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité aussi? Diagnostic, rapide. Par quoi? Par PCR. Il existe. Parce que vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Chaque année qui passe, on développe les PCR de plus en plus pour toutes les bactéries. À un moment, ça n'existait que pour les virus. Ils ont commencé à rechercher pour les bactéries parce qu'ils ont vu que ça permettait de raccourcir le délai du diagnostic. Au lieu d'attendre 7 jours, 10 jours, etc., il fallait trouver un mécanisme rapide. Donc, ils ont développé ce qu'on appelle les PCR, qui donnent un résultat en une journée au maximum. Donc, au début, il y avait une bactérie pour laquelle on faisait la PCR, on bada une deuxième espèce bactérienne, on bada une troisième famille, et maintenant presque pour tous les micro-organismes, on a des PCR qui existent sur le marché. D'accord? Pas forcément chez nous, mais dans le monde. Alors, donc, la PCR, pour mettre en évidence le campylobactère, ça existe. On peut aussi rechercher par un diagnostic rapide les antigènes. Vous vous rappelez les antigènes? Qu'on peut faire en 1 heure, une demi-heure, un résultat en 2 heures de temps. On peut aussi les rechercher, les antigènes de campylobactère. Alors, soit par des techniques immunologiques, en général, c'est des techniques immunologiques. L'agglutination, l'immunochromatographie, comme le test de grossesse, l'ELISA et l'IFI. Les 4 techniques qu'on utilise, immunologiques, qu'on utilise pour mettre en évidence les protéines bactériennes ou là, les composants bactériens, l'agglutination, l'immunochromatographie, l'ELISA et l'IFI. Pour campylobactère, on a 2 techniques qu'on peut utiliser pour le campylobactère, c'est l'ELISA et l'immunochromatographie. Il n'y a pas de technique agglutination, ça n'existe pas. Il n'y a pas une technique IFI. Il n'y a que les techniques ELISA, immunochromatographie. Donc tout ça, si vous au laboratoire, vous avez des diarrhées et vous suspectez le campylobactère, vous pouvez commencer déjà par une ELISA immunochromatographie et répondre positif ou négatif. Et en parallèle, vous faites la mise en culture qui va prendre plus de temps. D'accord? Mais ça permet de donner des diagnostics rapides. Si au laboratoire vous n'avez pas ça, vous faites que la technique classique, qui va mettre plus de temps. D'accord? Ça va être rapide pour l'hélico, parce que l'hélico, il est un peu spécial, donc ça va être rapide. Et je pense que la dernière bactérie, espèce bactérienne, c'est la Legionella. On va pas la faire. Vous allez la lire tout seul. On va pas la travailler pendant je vais pas poser des questions pendant l'examen. D'accord? Donc, vous le lisez pour vous, parce que vous en aurez besoin quand vous serez en infectieux. La légionellose, c'est une maladie, c'est une infection respiratoire qui devient de plus en plus fréquente. D'accord? Elle est très importante en pathologie infectieuse, mais bon, aujourd'hui, il y a tellement de bactéries que je vais passer dessus. D'accord? Vous la lisez quand même, hein, pour vous. Je continue, Helicobacter pylori, et je termine le cours. Donc, vous rappelez, on a fait campylobactère. Responsable de quoi? Diarrhée. L'Helicobacter pylori, responsable de quoi? C'est pas du tout le même diagnostic. Comment on fait le diagnostic de l'ulcère ou de la gastrite? En général, les gens commencent par des gastrites. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des régurgitations, ils ont des brûlures, ils ont une douleur pas très importante. Et à un certain moment, la gastrite, elle va basculer vers l'ulcère, pour certains, pas pour tout le monde. Quand il y a les gens qui fument beaucoup, qui mangent beaucoup de
qui mangent beaucoup d'épicés, etc., de café, ils peuvent passer à la maladie ulcéreuse. Ok? Et là, vous aurez des douleurs de plus en plus importantes au niveau de l'estomac, surtout quand vous mangez pas. Par exemple, si vous avez trop faim, ça va développer une douleur. Et dès que vous mangez, la douleur, elle va s'atténuer. Là, on pense à une maladie ulcéreuse au niveau de l'estomac. D'accord? Donc, à votre avis, comment on va faire le diagnostic pour retrouver cet hélicobactère? Vous l'avez dit, je l'ai entendu. Biopsie gastrique. Au moment où il fait le gastro-entérologue, au moment où il fait la fibroscopie pour prouver qu'il y a des ulcérations, il peut faire des biopsies gastriques. C'est une méthode qui est quand même invasive. D'accord? Mais on a aussi des méthodes non invasives. D'accord? Quelles sont les méthodes non invasives? Une caractéristique très importante de Helicobacter, c'est l'uréase. Elle possède une uréase. C'est cette uréase qui va dégrader l'urée et qui va alcaliniser l'estomac. D'accord? C'est ce qui lui permet de survivre malgré l'acidité gastrique. D'accord? Donc, si vous devez retenir quelque chose, c'est que l'Helicobacter pylori, il est un grand producteur d'une enzyme que vous avez déjà étudié, qui s'appelle l'uréase, qui dégrade l'urée en en ammoniac. D'accord? Ok. Donc, cette connaissance, elle peut servir comme test diagnostic. La personne au cabinet du malade, elle peut respirer, et si elle contient de l'Helicobacter pylori avec l'uréase, on va le détecter par le test respiratoire à l'urée. C'est une technique longue, je ne vais pas vous expliquer. L'essentiel, on l'appelle la technique respiratoire, elle est mise ici. C'est-à-dire qu'on fait respirer l'urée qui est marquée au carbone, et il respire, et puis il va expirer, bien sûr, cette même urée. D'accord? Si elle possède l'uréase, l'urée, elle va être, qu'est-ce qu'elle va être? Dégradée. Donc, on va faire quoi après? On va mesurer l'ammoniac qui est marqué au carbone. Par contre, s'il n'y a pas d'urée, il n'y aura pas de dégradation en ammoniac qui sera marqué au carbone. Donc, on dira positif ou négatif. Test à l'urée. D'accord? Test respiratoire à l'urée qui peut se faire chez le gastro-entérologue. La deuxième possibilité, l'antigène de l'Helicobacter pylori, il est éliminé dans les selles. D'accord? On peut le rechercher dans les selles. Donc, on peut le rechercher dans les selles et on dira positif ou négatif. Les selles, c'est facile. C'est pas invasif. Troisième possibilité, c'est de faire la sérologie ELISA avec une confirmation par le Western blot. D'accord? Donc, 3 méthodes non invasives très simples à faire. La recherche dans les selles de l'antigène pylorique. Hadik, vous avez vu là-bas? Hada, c'est un test immunochromato. Je l'ai dit tout à l'heure, immunochromatographique. Vous vous rappelez l'immunochromatographie? Vous connaissez le test, le test de grossesse? C'est un principe immunochromatographie. C'est comme ça. Je te la bandelette. On met une goutte de sel et on la laisse migrer. Si elle contient l'antigène pylorique, elle va rencontrer l'anticorps anti-antigène pylorique. Il va y avoir un complexe antigène-anticorps et ça va donner quoi? Une bande colorée. Si la selle ne contient rien, l'anticorps, il va rester libre. Donc, il n'y aura pas quoi? Pas de bande colorée. C'est le principe de l'immunochromatographie. D'accord? C'est une réaction antigène-anticorps. S'il y a, ça va faire une bande. S'il n'y a pas, il n'y aura pas de bande colorée. C'est l'immunochromatographie. On dirait que vous avez pas fait l'immuno.
Bref. Donc, recherche d'antigènes par immunochromatographie, recherche d'anticorps par ELISA, avec un Western blot. D'accord? C'est les techniques. Ou bien, test respiratoire à l'urée. Les méthodes invasives, c'est faire des biopsies gastriques, 3 biopsies, et vous avez plusieurs méthodes. Je vous ai cité, parce que soit on envoie en histologie, تعرفوها, service d'histologie. Les biopsies, il va faire des lames, il va les colorer, et il va regarder à son microscope. Si la biopsie contient l'Helicobacter pylori, il va voir les aspects au microscope de bacilles incurvés. هكذا, sur les biopsies. Deuxième test, c'est le test à l'uréase. Très simple. Je mets ma biopsie dans de l'urée au laboratoire. La biopsie, je la mets dans l'urée. Si la biopsie, elle contient de l'Helicobacter pylori, qu'est-ce qui va se passer? L'urée, elle va changer de couleur. Au lieu qu'elle était orangée, elle va devenir violette. Parce qu'il y a eu une dégradation de l'urée en ammoniac. C'est tout. Très simple. C'est un test biochimique que vous avez fait dans le cours de biochimie, de métabolisme bactérien. Test à l'urée. D'accord? Je mets une bactérie. Si elle possède l'uréase, elle va dégrader l'urée. Virage de couleur. Elle possède pas l'uréase, pas de dégradation de l'urée, pas de changement de couleur. Simple et bête. D'accord? Troisième possibilité, ça concerne surtout la bactério, c'est quoi? Mise en culture et quatrième, PCR. D'accord? Donc la PCR, c'est simple. Je vais faire une PCR pour rechercher l'ADN de l'Helicobacter pylori. Pour la culture, j'utilise un milieu. Alors, est-ce que c'est un milieu spécifique, c'est riche ou non? Imaginez. Jusqu'à maintenant, on chaufferait les milieux riches. Ça peut être qu'un milieu riche. D'accord? C'est un milieu enrichi. Ça s'appelle la gélose sélective pylori. Pile, c'est pylori. Ou bien une gélose Columbia au sang, et ça va donner ces aspects de colonie. Regardez l'incubation. Combien? Voilà. Donc, culture difficile et culture lente. D'accord? Donc, à part la première bactérie qui est l'Haemophilus influenzae, tout le reste, c'est 7 jours, 10 jours, 15 jours, 21 jours. C'est des cultures très lentes et avec une atmosphère. Alors, rappelez-vous, quelles sont les caractéristiques? C'est un petit BGN. Il ressemble au compilo. Donc, S, incurvé et mobile, comme compilo. Ils ont les mêmes caractéristiques, donc l'aspect et la mobilité. Est-ce qu'il est aérobie strict ou micro-aérophile? Parce que c'est la même famille que le campylobacter. Il a aussi une oxydase, il a aussi une catalase, et surtout, ce que vous ne devez pas oublier, il a uréase très importante et très rapide. Parce que chez le gastro-entérologue, quand on fait les tests, on peut les faire très rapidement. S'il a de l'urée chez lui, il fait la biopsie, il la met dans un tube contenant de l'urée, ça va virer en 15 minutes. Vous voyez? Donc l'uréase, elle est tellement importante que elle va être très active très très rapidement. Alors le traitement, pour la gastro-entérite, pour les campylobactères, on utilise des macrolides, etc. Pour l'ulcère, vous savez qu'il y a des traitements bien codifiés pour l'ulcère. On utilise donc l'amoxicilline avec l'inhibiteur de la pompe à proton pendant 5 jours, puis on continue pendant les autres 5 jours avec du métronidazole, de la clarithromycine et toujours l'inhibiteur de pompe à proton à
double dose pour donner un bon résultat. Alors après ce traitement, en général, on fait toujours un contrôle pour voir s'il y a une éradication ou non de l'hélicobacter pylori pour ce malade. Voilà. Bon, il est 3 heures, donc on termine. Entre. Donc la Legionella, ce sera pour la culture générale, pour vous. Voilà, le cours est terminé.